Est-ce que vous croyez sérieusement en la survie de l'animation 2D traditionnelle ? Ah ouais, t'attaques fort. La 2D, c'est mort. Il faut faire de la 3D. Essayer d'infuser quelque chose de français, d'étudiant de neuf au studio. Et pourquoi pas créer quelque chose chez nous, quoi, en France. Nous, ça nous fera kiffer d'entendre des Américains dire la cachette, on sait pas comment ça... Ouais. On veut que tu rentres dans les fichiers et que tu dessines, en fait. N'attendez pas qu'on vienne vous chercher. Quand ils voyaient nos animations, ils disaient, mais ça lag, là. Enfin, vous êtes sûr, vous avez envoyé le bon fichier parce qu'on a une image sur 4. Et au bout des 22 minutes d'animatique, on a fermé le fichier. On s'est regardé, on s'est dit mais c'est hyper fort. Ouais. On était presque les yeux mouillés. Et ça lui a tellement plu qu'il a montré ça à ses boss chez Warner et ils ont tout de suite commandé 10 épisodes. Waouh! Salut, bienvenue sur The Anima Show. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Julien et Oussama qui viennent du studio La Cachette. En sortant des Gobelins, ils avaient des rêves plein la tête et voulaient en découdre avec l'animation dans le monde. Le studio La Cachette, c'est l'histoire d'un pari fou, d'investir de l'énergie et du temps sur l'animation 2D alors que la 3D est plébiscitée de partout. Mais à force de courage et d'épreuves, ils y parviennent et travaillent avec les plus grands de ce monde comme Genndy Tartakovsky par exemple avec la série Primal, mais aussi l'incroyable Love, Death and Robots sur Netflix ou encore avec Star Wars Vision. Je vous propose donc une conversation ultra inspirante qui va vous amener dans les coulisses de toutes ces œuvres qui ont marqué les esprits ces derniers temps. Je vous souhaite une excellente écoute. Si cette conversation vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à activer la cloche. Merci infiniment pour votre soutien, partagez autour de vous et puis je vous souhaite une excellente écoute. Oussama, Julien, bienvenue sur The Anima Show. Merci pour l'invitation. Vous êtes un studio qui est jeune, qui est en prise avec son temps, qui est moderne. Est-ce que vous croyez sérieusement en la survie de l'animation 2D traditionnelle ? Ah ouais, t'attaques fort. Ok, ça c'est une très bonne question parce que ça a été le leitmotiv de nos débuts. D'accord. Parce que quand on était au Gobelin, donc de 2007 à 2010, on avait toute l'équipe pédagogique de Gobelin qui nous disait en gros... bossez votre 3D, vous allez obtenir que des jobs en 3D, donc si vous voulez travailler, la 2D c'est mort, il faut faire de la 3D. Il faut dire aussi qu'à l'époque, en 2007 je crois, il y a un film étudiant à Gobelin qui a été sélectionné aux Oscars. Oui. En meilleur court-métrage, Octapody. Octapody, ouais, avec le... Donc si tu veux, à ce moment-là, l'école, c'était en mode « Ah, attends, on est arrivé aux Oscars, un film étudiant, donc il faut mettre un virage... » À fond sur la 3D. Okay. Sauf que nous, quand on est rentré à l'école, et la plupart de nos camarades aussi de notre promo, et même promo dessus, nous, on était rentrés pour faire de la 2D. Enfin, Gobelin, c'était pour nous, la 2D, le concours, c'était vraiment ça. Donc effectivement, comme disait Julien, nous, on était là-bas, et puis on nous disait, non mais profitez. Il y avait un intervenant qu'on aime beaucoup qui nous disait, mais là, profitez de ce temps-là, parce que dès que vous allez sortir, ça sera fini la 2D. Alors à ce point-là, il était en mode le marché n'accepte plus, enfin on n'est plus dans le... Il nous préparait en fait pour pas qu'on ait de mauvaises surprises. Et nous on s'est dit, quitte à faire de la 2D pour la dernière fois, on va tout donner. Et on a fait notre film de fin d'études comme ça en 2D, un film de 4 minutes. Ouais. Le plus long qui a été fait à ce moment-là. Et on s'est éclaté. Et... Il s'appelait comment ce film ? Il s'appelait Le Royaume. Royaume, d'accord. Ouais, c'était un film en 2D. Et en fait, depuis 2010, on n'a pas arrêté de faire de la 2D. Donc, Oussama, il repense à tous ces moments avec nostalgie. C'était super. Non c'est rare aussi de trouver à l'école une équipe où on s'entend très bien. Ouais. On a parce qu'il faut dire que, excusez-moi, le studio La Cachette a été fondé par... vous étiez 4 initialement ou 3 ? Non, c'est ça ? Oui. Avec Ulysse. On s'entendait bien, enfin tout le groupe s'entendait bien, on était vraiment, c'était pas juste moi, Julien ou Ulysse, c'était vraiment, on a eu beaucoup de chance, donc pour faire nos films, que ce soit le film d'Annecy ou le film de fin d'études, on a eu cette même, comment expliquer, cette même inspiration, base, culture, vidéoludique, pas vidéoludique, mais plutôt de films, etc. D'inspiration, voilà, je cherchais le mot, d'inspiration. Les inspirations qui sont très années 80-90, à la fois sur le côté animé 2D de l'époque, exactement. Mais comme aussi les références type les gros blockbusters Terminator et autres qui ont... Voilà, pas que animation, aussi film, live, ce qui fait qu'en termes de storytelling et de langage filmique, on était assez proche, voilà. Et donc, sorti des Gobelins, vous décidez de faire un petit peu chacun des expériences pro
en studio, j'imagine, ou sur des prods, quoi. Ouais, complètement. La chance en sortant des Gobelins, c'est qu'on est quand même sollicité. Ouais. Et à l'époque, il y avait des longs métrages qui se faisaient en 2D. Donc, par exemple, moi et Ulysse, on a fait de l'animation de personnages sur des longs métrages en 2D, comme Le Chat du Rabbin, Titeuf le film, et Oussama, toi, c'était plutôt storyboard. Ouais, moi, je voulais vraiment faire du storyboard dans l'optique de réaliser un jour. Et du coup, je me suis rentré là-dedans et j'ai commencé sur un long métrage qui s'appelait Mune, le gardien de la Lune, avec Alexandre Boyan, d'Alexandre Boyan et de Benoît Philippon. J'ai commencé le board là-dedans, quoi. Et à quel moment vous vous êtes retrouvés en disant, bon, écoutez, on va falloir qu'on fasse un truc pour faire vivre notre propre art et nos œuvres et autres. Ça s'est passé comment? Et pourquoi ça s'appelle La Cachette, d'ailleurs? C'est une longue histoire, ouais. En fait, après les études, on a passé 2 ans à travailler chacun de notre côté. Ouais. Moi, par exemple, je suis parti aux États-Unis, j'ai bossé chez Disney, je suis resté 6 mois là-bas, je faisais du développement de personnages. À Burbank ou... À Burbank, okay. Ouais. Donc je travaillais avec vraiment les légendes que tu découvres dans les artbooks quand t'es étudiant. Et à l'issue de ça, quand même, mon expérience était mitigée. Et puis, on se tenait régulièrement au courant avec l'équipe du Royaume. Et je me disais... alors, il y avait quelque chose d'intéressant. Tous les vendredis soirs au studio Disney, ils rassemblaient toute l'équipe de design du studio pour regarder 30 minutes de clips ou de courts-métrages issus du monde entier. Et ça s'appelait le Inspirational Day. Trop bien. Et en fait, je me suis rendu compte que tous les courts-métrages ou les clips qui passaient, en fait, venaient souvent soit de France, soit d'Europe, voire étaient des œuvres d'étudiants comme nous. Et on retrouvait nos exercices, nos courts-métrages. Et là, je me suis quand même mis à réfléchir sérieusement en me disant, c'est quand même absurde qu'on m'ait fait venir depuis la France chez eux pour essayer d'infuser quelque chose de français, d'étudiants de neuf au studio. Et pourquoi pas créer quelque chose chez nous, quoi, en France. Ça a participé à la réflexion et voilà. Et puis en rentrant, on s'est rassemblés, on a rigolé et puis on s'est dit un peu sérieusement, vous en êtes où? Est-ce que ça vous dit On a fait une sorte d'état des lieux après 1 an ou 2 de ce qu'on a fait. Donc Julien était aux États-Unis, etc. Et c'est vrai qu'on aimait dessiner aussi. Le fait de dessiner traditionnellement à la main, voilà, et pas forcément faire de la 3D. Donc on était tous un peu dans des métiers, enfin à part vous avez fait un peu d'animation 2D quand même, mais on était quand même dans des métiers de pré-production où là on dessine le plus, tu vois. Mais ce qui nous manquait, c'était vraiment ce truc qu'on avait du coup à l'école, ou plutôt ce truc qu'on voulait faire en regardant tous ces films, toutes ces séries quand on était plus jeune, c'est vraiment de faire de l'animation 2D, mais comme on le voulait, tu vois, parce qu'il y avait des prods 2D, tu sais, en France, il y a 10 ans, mais on s'y retrouvait pas. C'était une autre génération. Dans le style, voilà, on s'y retrouvait pas. Ouais. Et donc, par exemple, Julien est parti aux États-Unis, moi je suis allé au Japon pour essayer de... Ah ouais, t'as été au Japon aussi. En stage, à l'école, mais parce que à l'époque, c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui d'y aller, vas-y, on y va. Il y avait quand même une communauté française qui est assez installée. Et à l'époque, ils étaient pas beaucoup. C'était Thomas Romain qui m'a permis de faire ce stage. Et en mangaka ou c'était... Je faisais du layout BG chez Satellite. Mais du coup, j'ai travaillé à la japonaise, vraiment avec le rythme aussi à la japonaise. Et que tu qualifies comment? Explique-nous un petit peu. Alors, je ne vais pas parler pour toutes les productions, mais en tout cas, à cette époque-là, c'était une superbe expérience, mais c'était super dur. C'était du lundi au samedi, on finissait ultra tard et c'était très intense. Mais voilà, c'était très hiérarchisé. Ouais. Je veux dire, si imaginons, on voulait nous développer des projets qui nous sont propres là-bas, c'est possible. Thomas Romain l'a fait, mais c'est très difficile. Il faut vraiment monter. Voilà, tu commences en bas petit à petit. Bon, bref. Et du coup, un peu comme Julien, voilà, tu reviens en France et tu dis finalement j'avais ce rêve, enfin cet objectif, cette vision, voilà. Puis tu rentres en France et tu dis on va rester là. Il y a eu le Royaume, il y a eu les gens, voilà. Et on va faire notre truc à nous. D'où La Cachette, le studio, qui s'appelle La Cachette. Pour quelle raison? Vraiment, ça une question qui m'est venue. Pour commencer, Julien a un ami qui s'appelait Julien aussi, qui avait une agence de com ou de développement web, etc. Et ils avaient une petite mezzanine dans le 18e. Ok. Il a dit à Julien, j'ai cette mezzanine à disposition et si vous voulez, vous pouvez venir travailler. Et du coup, Julien, on s'est réunis un soir, on discutait justement de tout ça, l'animation, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et
Julien nous a dit, j'ai mon pote là, il me dit, vous pouvez venir, pas de loyer, rien, mais en échange, si on a besoin d'une petite anime 2D, etc. Dans nos productions de pub et tout, n'hésitez pas, quoi. Et en vrai, nous, ça a commencé comme ça, en fait. Un délire entre potes, vas-y, on y va, quoi. Et c'était quoi votre premier projet, du coup sur le... Parce qu'il y a un moment, on se dit, on se rejoint, on va bosser ensemble, mais finalement, c'est quoi la strat, quoi? Complètement. Et puis, on a la chance d'être en France. Nous, on a les acédiques. Donc, en gros, on avait 8 mois devant nous. On pouvait créer quelque chose. On était 3 ou 4. Le meilleur investisseur en France de projet, c'est... mine de rien, on doit beaucoup aux acédiques. Et du coup, on a monté notre premier projet qui était Kairos, donc un trailer pour une BD d'Ulysse, donc le 3e associé. Ah oui. Il allait sortir sa BD et on s'est dit, l'univers graphique est déjà posé. Ce serait une super première carte de visite de se dire, on fabrique, on storyboard, on design et on anime 2 minutes 30 pour ta BD. Et avec des amis, avec de l'aide extérieure et tout ça. Et on s'est dit, ça, ce sera notre... Si on arrive à le faire jusqu'au bout, ce sera notre carte de visite, bande démo. Et on va titrer à la fin et au début le nom de notre studio. D'accord. Et donc on a brainstormé sur le nom du studio. Et on est tombé d'accord sur La Cachette parce que c'était cet endroit quand t'es enfant où t'aimes te réfugier, te raconter des histoires. Et en gros, ça nous a paru très bien et français. Exactement, c'est ce que j'allais ajouter. C'est qu'on tenait... Le premier réflexe, c'est de trouver un nom un peu international en anglais. Je me souviens qu'on brainstormait, vas-y. Puis à la fin, à force de brainstorm, on se dit non, mais il faut qu'on trouve un truc en français. Alors c'est pas qu'on est chauvin, mais quitte à ce que des Américains écorchent notre nom, ou peu importe qui travaillera avec nous écorche notre nom, mais nous, ça nous fera kiffer d'entendre des Américains dire La Cachette, on sait pas comment ça... Voilà. Non, mais ce qui est bien, c'est que c'est raccord avec votre histoire, de dire on a vécu l'étranger, on est parti avec plein de rêves et tout, puis finalement sur place on se dit mais finalement ce dont ils ont besoin c'est notre talent qu'on a construit, grandi ici en France, donc on revient et on va faire notre truc et on va rayonner à travers le monde. Ce que vous avez réussi à faire, puisque petit à petit des projets sont venus à vous. On va parler d'un premier projet évidemment, c'est que vous avez participé à la super série Love, Death and Robots sur Netflix, série qui est entrée poum, comme un coup de poing dans la pop culture, quoi, tout simplement. Comment s'est passée cette rencontre? Comment on est venu vous chercher? Et racontez-nous un peu les dessous de ça, quoi. Franchement, alors l'histoire est pas si belle que ça parce qu'on était dans un moment vraiment de galère pour le studio. On était dans une année où on se disait en gros, ça fait quelques années de vache maigre où on n'a pas eu de projet en tant que studio La Cachette et on a travaillé à gauche à droite dans des studios pour vivre. Et on s'est donné 1 an, en fait, pour relancer des projets avec le studio La Cachette, sinon on allait fermer, quoi. Et vu qu'on a l'habitude de prendre que des projets signature et forts, on se disait, s'il n'y en a pas, on arrête. Et là, on a relancé un producteur aux États-Unis qui nous avait parlé il y a quelques années avant d'un omnibus à la Métal Hurlant qu'il était en train de monter. Et on était très chauffés par cette idée, on a relancé et tout, mais il y avait des difficultés de production. Et à ce moment où on relance le studio, entre guillemets, on le recontacte, on lui dit où ça en est, et il dit qu'il est plus affilié au projet, mais par contre que le studio Blur aux États-Unis est en train à récupérer le projet, que ça s'appelle Love, Death and Robots, et qu'il y a une dizaine de studios attachés qui sont très bons, et qu'on peut essayer de la contacter. Et ça s'est fait comme ça. Et Tim Miller, qui est à la tête de Blur, qui a réalisé Deadpool. Exactement. Magnifique. Et qui est un créa à la base aussi. À la base, Et donc, comment vous rentrez en contact avec Tim et comment se passent les premières discussions, quoi? Nous, on a toujours ce truc qu'on a toujours voulu essayer de pousser, le fait qu'on veuille réaliser. C'était aussi la volonté du studio. Donc nous, quand on a commencé ce truc-là, on se disait peut-être qu'on a une chance de pouvoir réaliser ce cours. Et en fait, les premiers contacts, tu parles pas avec Tim Miller, en fait, tu parles avec la production qui chapeaute, si tu veux, cet omnibus. Et notre premier call, je m'en souviens, on se préparait parce qu'on avait le pitch, ils nous avaient filé le pitch, tu vois. Et nous, on commence à brainstorm, tu sais, genre, on va travailler le caractère, comme ça, Puis en fait, on arrive, le call démarre, et en fait, t'as la productrice, t'as un mec, 2 mecs que tu connais pas, et en fait, tu apprends que c'est le réal du cours sur lequel ils vont... En l'occurrence, Owen Sullivan, super cool et tout, mais voilà, il nous file, c'est le réal, il y a le storyboard, il y a machin. Tu montais le truc à l'avance. Voilà. Donc, tu vois, on était là, genre, c'est cool, tu vois. Ça se passe super bien.
Le truc qu'on a quand même gardé, c'est qu'on voulait s'occuper de l'aspect visuel du court-métrage. C'est-à-dire que Owen avait quand même a fait les chara-design, excuse-moi, des personnages. Mais on a quand même voulu mettre un peu notre patte. Et c'est ce qu'on essaie de faire à chaque fois sur chaque production, ou du moins des commandes qu'on nous soumet, c'est qu'on a envie, à chaque fois on grappille un peu, tu vois, genre, ok, mais là on veut que l'aspect visuel ce soit nous, l'animation c'est notre signature, on essaie vraiment de... On a vraiment marqué, de signer votre... Et ça, c'est depuis le début. C'est-à-dire que depuis qu'on a créé le studio, il y a toujours cette volonté de, ok, la cachette, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous différencie des autres? Nous, on essaye au maximum de faire que de l'histoire, enfin, tu sais, du récit, des courts-métrages, moyens-métrages, séries ou longs-métrages. On a essayé d'éviter la publicité, mais vraiment se concentrer sur ça et d'une patte graphique et d'animation forte. Donc, c'est ça. Donc, sur Love, Death and Robots, on s'est dit, ok. On va défendre en tout cas le fait on va montrer ce qu'on sait faire. Ok. Et d'ailleurs, vous avez fait un super truc parce que ça rend super bien. C'est Sucker of Soul. J'invite ceux qui n'ont pas vu cet épisode de la série à le regarder. On est dedans, quoi. C'est hyper. Il y a beaucoup de suspense, en même temps de l'humour, en même temps de l'action. C'est super bien fait, quoi. Donc, bravo pour cette réalisation. Ouais, c'est super bien passé. Et puis on a appris aussi, c'était notre première grosse prod, entre guillemets, au studio. On était 20 dessus pendant 6-7 mois. Et on s'est heurté aussi aux différences de culture de l'animation entre États-Unis et France. Lui, qui vient de la 3D, Tim Miller, voulait de l'animation ultra fluide. Et quand il voyait nos animations, il disait, mais ça lag là. Vous êtes sûr, vous avez envoyé le bon fichier parce qu'on a une image sur 4. Et on lui disait, en fait, c'est notre style, c'est comme ça qu'on aime animer. Et donc, il a fallu trouver ce juste milieu où on rajoute des intervalles et on fluidifie notre anime. Donc ça a été quand même une petite pédagogie. Et c'est derrière, qu'est-ce que ça a eu comme retentissement? Parce que donc entre le moment où vous avez fabriqué ces 6-7 mois, 8 mois de travail minutieux, la livraison, montage, etc. de leur côté, j'imagine, puis ensuite c'est monté sur Netflix, propulsé, et là qu'est-ce qui se passe pour vous derrière, quoi? Et écoute, c'est assez rigolo parce que cette année-là, en fait, pendant qu'on était à mi-chemin de la production de Sucker of Souls, on a reçu un mail de Genndy Tartakovsky, donc le créateur des Super Nana, de laboratoire de Dexter. Incroyable, c'est une légende. Hein, oui. Juste une petite interruption pour vous parler de nos soutiens. 22D Music, qui accompagne depuis plus de 20 ans les professionnels de l'animation et de l'audiovisuel dans la création musicale et la gestion des catalogues musicaux, ainsi que Toon Boom, qui édite les logiciels d'animation 2D, de storyboard et de gestion de la production. Un big up également à Écran Total, notre partenaire média, la source d'information des professionnels de l'audiovisuel. Voilà, c'est tout. Je vous laisse avec nos invités. Nous, on connaissait son nom, surtout. Plus que son œuvre, parce qu'on était plus, nous, Japanimation, voilà. Et il nous dit, j'ai un court-métrage que je veux faire, sans dialogue, sur un homme préhistorique, des dinosaures sanglants et tout. Et ce serait super de le faire ensemble, ça vous dit et tout. Franchement, t'entends le pitch, honnêtement, c'est pas facile à appréhender. Et puis nous, on a le Super Nana dans la tête, on se dit... Est-ce que ça match avec ce qu'on fait? Nous, on n'est pas très cartoon. Il avait fait Hôtel Transylvanie aussi. Il avait fait Hôtel Transylvania. Et on refuse au début. On dit, mais nous, on n'est pas très série, en fait. On est plutôt... c'est pas qu'on est haut de gamme, mais on a besoin de temps pour faire les choses. On aime faire de l'animation poussée et tout. Il dit, ouais, mais vous faites ce que vous voulez, en fait. Est-ce que je peux vous envoyer l'animatique? On fait, ok, on voit l'animatique, qu'on voit de quoi ça parle, par curiosité. Et son animatique qu'il avait fait lui-même, du coup. Qu'il avait fait lui-même. Et puis il avait fait le sound design à la bouche, la musique à la bouche. Présenté. Et ça, c'est signature de Genndy. C'est vraiment des pitchs, des animatiques, mais qui sont ultra vivantes, ultra drôles, ultra dynamiques. Déjà bien chargé, quoi, en fait. Ouais. Et au bout des 22 minutes d'animatique, on a fermé le fichier, on s'est regardé, on s'est dit, mais c'est hyper fort. Ouais. On était presque les yeux mouillés, tu vois, d'émotion, alors qu'on parle d'un dinosaure, d'un homme préhistorique qui tue plein de dinosaures. Mais c'était exactement ce qu'on recherchait. C'était vraiment ce truc où on essayait de trouver, et c'est pour ça qu'on a mis du temps et qu'on a failli se dire on arrête parce que c'est trop difficile. On s'est monté la barre, on a monté la barre un peu haute, c'est-à-dire que nous, l'objectif de base c'était de faire nos projets, c'était vraiment ça le truc, et faire vivre une animation qu'on aime et auquel on chérit, tu vois. Mais
travailler, avoir des commandes, tu vois, pour gagner de l'argent, parce qu'il fallait qu'on mange et qu'on paye les charges et tout, c'était difficile. On avait beaucoup de pubs, beaucoup de trailers, etc. Et quand tu tombes sur quelqu'un qui vient et qui te dit, voilà, j'ai fabriqué ça, avec tous les a priori qu'on aurait pu avoir, parce que c'est vrai que tu vois, Genndy Tartakovsky, on est, ouais, c'est cool, mais super nana, c'est pas... Puis tu vois une animatique où il y a tout ce qu'on aime, en fait, tu vois, il y a tout ce qu'on aime. Et là, on se dit, bah... Dans le sujet, dans tout, le trait, dans la réal, dans tout. Tu sais, la différence, par exemple, enfin la différence, j'ai pas envie de juger les œuvres, elles sont non, mais après, chacune. Vous avez le droit d'être subjectif aussi, parce que c'est un style que vous développez. Tu vois, Sucker of Soul, c'était super parce que on a pu tester graphiquement, etc., nos signatures, visuellement, c'était nous, tu vois. Mais après, tu vois, l'histoire, elle est super. Owen, on t'embrasse, c'est super. Mais voilà, ça reste très basique, tu vois, c'est un bon film des années 80, c'est divertissant, des mercenaires, etc., c'est super. Mais ce qui nous manquait, nous, c'était quelque chose adulte, mais avec un tout petit peu de fond, tu vois, différents layers d'interprétation et de sujets, quoi. Et Genndy, c'est ça qu'il a apporté, c'est qu'effectivement, t'as un dinosaure, t'as un homme préhistorique, mais derrière, t'as plein de sujets qui sont traités subtilement. Voilà, le suicide, le rapport, exactement, la survie, le rapprochement, la famille, enfin plein de choses qui font que nous on a dit sans dialogue. Mais d'ailleurs, elle a aussi, à son tour, cette série fait beaucoup parler d'elle. Et ils ont reçu un Emmy, non? On a reçu un Emmy. Il y a eu plusieurs Emmys pour ça, parce que ça a été remarqué. Ouais. C'est fou quand même. Et moi, je trouve ça dingue. C'est-à-dire que c'est un ovni et ça vous est venu dans les mains. C'était parfaitement aligné avec votre style et tout. Vous êtes donné à fond. J'imagine que vous avez construit une bonne relation aussi avec Genndy sur ce projet, quoi. Et derrière, il y a des awards qui viennent saluer le travail et la critique, quoi. Donc, on a pu aussi notre style. On est allé. Lui, il a fait un pas vers nous, on a fait un pas vers lui. Graphiquement, il était beaucoup plus cartoon, rond dans ses dessins. Et nous, on était plus dur, plus sharp en termes de silhouette et d'animation, de vivacité d'animation. Et en fait, en pleine production, on a trouvé le style sur ce premier épisode, qui était un court-métrage à la base. On a trouvé ce style qui définit la série en termes d'animation. Et ça lui a tellement plu qu'il a montré ça à ses boss chez Warner et ils ont tout de suite commandé 10 épisodes. Wow. On n'avait pas fini ce court-métrage qui nous disait ça vous dit, est-ce que vous avez la capacité en tant que structure de sortir 10 épisodes? Et même pour être plus précis, c'est-à-dire qu'en fait, on est en milieu de production et tu vois, ils nous ont dit est-ce que vous pouvez faire 5 épisodes? Et tu vois, les 5 autres, on les file à un autre studio, tu vois, parce qu'ils ont besoin, si tu veux, d'avoir la série rapidement. C'est un peu un truc qu'ils ont les broadcasters. Voilà, il faut que ça sorte vite, tu vois. Et on a terminé le premier épisode, plus ou moins, on l'a fini, et ils l'a remontré. Et ils ont fait, ok, ces gars, ils ont besoin de plus de temps, mais vous aurez une série avec cette qualité. Et ces boss ont fait, tu sais quoi, plus de temps, on leur donne, pas besoin de chercher un deuxième studio. Vous faites tout, tu vois. Et c'est des wins, non? Comment on agit quand voilà, t'es content quand même. Surtout après ce parcours, justement, d'être allé là-bas en Californie et tout, auprès des studios, et puis se dire, non, mais on va venir en France, on va faire notre truc, et on va leur montrer qu'on est capable de... Et puis effectivement le faire, et qu'en plus on nous dise allez-y, on en fait 10. Franchement, au moment où t'es proche d'abandonner, tu vois, parce que c'est dur. Après, on doit beaucoup à la conjecture parce qu'il y avait l'arrivée des plateformes à ce moment-là. Tout le monde se lançait dans de l'animation un peu adulte aussi. Et ça on était prêts en fait à ça. Juste on était trop prêts trop tôt peut-être. Et à ce moment-là, ça a explosé. Et nous, on a pu rentrer par cette porte, et c'est un super projet pour nous, ça a été hyper structurant pour nous. Même pour le studio finalement, complètement. C'est-à-dire parce que là, d'un coup, tu te retrouves à devoir productiviser, excusez-moi du terme, mais c'est le cas, votre anime pour en faire 10 épisodes qui font combien, 26 22 minutes. Alors comment vous êtes pris en fait? Déjà, est-ce que vous avez fait appel à des gens qui avaient déjà finalement scaler leur production en leur disant est-ce que tu peux nous conseiller sur comment on va faire, ou est-ce que vous avez vraiment on l'a fait comme si on faisait un court-métrage. Donc après, avec notre particularité, c'est qu'on a plusieurs casquettes. Donc par exemple sur le pilote de Primal, moi j'ai pris personnellement en charge le redesign personnage, la phase de layout, posing, préparation de l'anime, et puis la direction d'anime de ce pilote, et pour essayer de tout de suite trouver la bonne direction avec Genndy.
tu vois, et former l'équipe et tout ça. Et après, sur le 2e, 3e épisode, là, il a fallu un peu industrialiser les choses, donc prendre des superviseurs en plus. Un superviseur différent pour chaque étape, et pas la folie d'avoir la même personne pour plein d'étapes. C'est impossible, quasiment. Quoi. Et ça nous a permis, en restant très proche d'eux et tout ça, de monter une équipe qui était capable de faire encore mieux, mais même de façon plus enchaîné, quoi. Plus enchaîné, ouais. Il y a plu aussi à Gandhi sur le fait de travailler avec nous, c'est que depuis le début, nous, ce qu'on essaie d'instaurer, et c'était également le cas avec Owen sur Soccer of Souls, c'était que si tu veux bosser avec nous, commander tu vois, une œuvre, une série, un court-métrage, nous, il n'y a pas de souci, mais si c'est un réalisateur extérieur, comme Owen ou Gandhi, nous, on ne veut pas de notes écrites, c'est de retake, de genre, donc une note, c'est voilà, un retour, j'aime pas ça, je veux que ce soit plus subtil, je veux que ce soit plus fraîche. Enfin, nous, on comprend pas ce truc-là. Nous, c'est, si tu veux bosser avec nous, en fait, on veut que tu rentres dans les fichiers et que tu dessines, en fait, tes retours. Oui, pour nous montrer, en fait. Exactement. Exactement. Et c'est ce qui a plu à tous les réalisateurs qui ont bossé avec nous. Et Gandhi, surtout, qui avait l'habitude, lui, sur ses productions précédentes, d'envoyer ses storyboards à l'étranger et il recevait l'épisode terminé. Et il avait 20%, 30%, si tu veux, de retouches qu'il pouvait faire. Alors qu'avec nous, c'est un truc clé en main qu'on lui fait faire. On lui a expliqué, pas de problème, au tout début, les premiers mails, tu bosses avec nous, pas de souci, mais c'est toi qui bosseras pour nous, en fait. C'est en rigolant, évidemment, tu vois. Et ça, il a adoré, il a apprécié, quoi. Il a adoré parce qu'il y a une vraie collaboration. On parle le même langage. On est des dessineux, ils dessinent, des animateurs, donc c'est un gros travail. Parce qu'il est assez âgé maintenant. Enfin, il a 51, 52. Mais on dirait pas. T'inquiète pas. Il a une pêche de fou, comme on a rarement vu dans l'industrie. Capable de faire 2 séries comme ça en même temps, ce qu'on a fait avec lui, plus le développement d'un long métrage. Il est hyper prolifique. Et puis d'ailleurs, il a livré plein d'autres trucs. On a parlé des laboratoires de Dexter et tout, mais en réalité, il a fait un tas de trucs. Star Wars aussi, Et du coup, voilà, il rentre dans ses fichiers et nous, on est un peu plus tranquille aussi parce qu'on sait que lui, comme c'est son œuvre, c'est son bébé, bah, il rentre dedans, il parle, je te dis encore une fois, le même langage que nous, il veut un truc de qualité, etc. Donc on sait qu'à la fin, ce sera bien. Et avec une équipe comme l'équipe qu'on a, que ce soit côté production ou même tous les artistes qu'on a, les superviseurs, les animateurs, bah, tu vois, ils sont dans le projet et ça permet de sortir quelque chose comme ça. Mais c'est quelque chose qu'on a développé avant Gandhi. Ouais, je vois très bien. Au tout début, voilà, c'était notre... C'est votre manière de faire, de travailler, quoi. Du coup, face à ce succès, deuxième succès, là, ça commence peut-être à recevoir... Vous commencez à recevoir pas mal de demandes, des choses comme ça, et puis vous enchaînez. Il me semble qu'il y avait Unicorns Warriors Eternal, qui est la suite justement où c'était une production qui était enclenchée production qu'il avait dans les tiroirs pendant 20 ans et à ce moment-là il était vraiment sur un nuage, enfin il l'est toujours, mais tous ses projets étaient greenlightés. Donc il nous a proposé cette deuxième série qu'il fallait faire en même temps, et parce que c'est lui, on a accepté. Et en fait, en vrai, c'était très très dur de monter à 100 et quelques employés, et puis sortir ça en 2 ans, les 2 séries, plus d'autres choses. Et donc après, à partir de Love, Death and Robots qui sort, Primal saison 1 qui sort, qui remporte des Emmy, on a commencé à avoir pas mal de propositions, surtout de Netflix ou de plateformes. Et toujours, nous, avec cette idée quand même de vraiment lire les projets et puis d'accepter que des coups de cœur. Et au final, on en a pris très peu de projets. Vous avez dit non souvent, en fait. Oui. Parce qu'on étudie. C'est une bonne manière de faire attention à son avenir, c'est souvent de dire non quand il faut, quoi. Ouais. Mais parce que je dis pas qu'on avait des critères. Après, c'est un peu pas le choix du roi, parce que encore une fois, c'est un moment où il y a l'animation, il y a beaucoup de demandes, les plateformes, etc. Donc voilà, on a pu se permettre. On avait derrière nous, on avait Gandhi avec ses projets. Donc tant qu'on le peut, et ça a toujours été le credo du studio, on essaie vraiment de choisir que des projets qui, pour nous, ont du sens. D'accord. Vraiment. Et du coup, donc sur Unicorns, vous faites aussi cette production qui est vraiment une sorte de série un peu... Soap opéra. Soap opéra, ouais, sur des jeunes qui ont des pouvoirs magiques qui se réincarnent d'époque en époque. Donc c'est complètement fou, très dialogué, mais très drôle. Un peu des inspirations au Osamu Tezuka. Complètement, ouais.
mais aussi l'ancien, comment il s'appelait, Max Fleischer, qui avait créé Popeye ou Betty Boo. Ouais. Donc on sent toutes ces inspi là, quoi. Ouais. Et non, ça vous a plu aussi ce projet? Oui, le challenge pour nous, c'était que le style était un peu plus, comment dire en français, plus la line, tu sais, l'outline était beaucoup plus fermé, beaucoup plus propre. Voilà, je cherchais le mot. Et ça, c'était contre-intuitif quasiment chez vous? Enfin, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Ouais, on est un peu sale dans nos dessins, mais volontairement, parce que ça nous permet d'aller vite et puis de proposer une patte graphique. Là, il a fallu s'entourer d'un studio avec une équipe vraiment de gens qui mettent au propre nos animations. Qui clean, et c'est des étapes en plus, c'est des coûts en plus, donc c'était difficile de sortir ce rendu-là, ouais. Et quand tu dis qu'on a monté à 100 personnes, vous aviez vraiment tous ces gens à disposer là, vraiment? Ouais, d'accord. Studio, ouais. Au studio? Ouais. On a déménagé de studio pour ça, et on a scalé en termes de structure avec les projets de Gandhi. Ça doit être un moment assez intense dans l'histoire du studio, quoi. C'est très très difficile. C'est ça. Il faut tenir le cap et pas. Ouais, il y a tellement de choses à gérer. Parce que ça va vite, quoi. Ouais, ben après on a une super équipe de production et des gens qui ont commencé avec nous et qui ont pris le relais pour vraiment gérer le studio, gérer le planning des équipes, les rendus, les corrections, les allers-retours, le pipeline est entièrement géré par une équipe maintenant qui connaît chaque artiste et qui peut vraiment micromanager tous les artistes pour que la qualité soit livrée. Eh bien, on les félicite aussi, alors, du coup. Mêmes artistes qui, pour la plupart, ont commencé avec nous et puis qui se sont retrouvés à ce moment-là sur ces productions. Et sans eux, l'animation, c'est un taf d'équipe. Clairement, là, on est là, mais en fait, c'est un gros taf d'équipe. C'est collectif, il n'y a pas de choix. Autre œuvre sur laquelle tu as participé, toi, plus spécifiquement, c'est Star Wars Vision, qui est un peu le même principe que Love, Death and Robot. Où c'est un omnibus. Ouais, et on a... Alors là, pour le studio, tout le monde a vraiment mis beaucoup de passion, tous, dans ce projet. Okay. Et à l'époque, quand Lucasfilm vient nous contacter pour nous proposer éventuellement un court-métrage dans l'univers Star Wars, on était à fond. En plus, ce qui était difficile, on sortait de 2 séries énormes à sortir. Moi, je sortais de la choréale de Ernest Célestine, qui avait pris 1 an, 1 an et demi. Avec Benjamin, avec Jean Christophe, le deuxième. Et on nous propose ça, et on nous demande de pitcher des histoires. Donc, c'est irrefusable. Et du coup, on a pitché des histoires, et justement... Comment vous avez brainstormé sur les histoires? Il y a des trucs qui étaient évidents et tout. On parle de The Spy Dancer, donc, qui est vraiment une ode un peu à toutes ces... Paris, des cabarets... C'est ça, Joséphine Baker... Pendant la guerre mondiale, C'est ça. Et comment c'est venu, justement c'est venu... Alors, pour être tout à fait franc, c'est des thématiques que moi, je développais à côté, parce que j'étais sur un projet de long métrage qui a rapport à quelqu'un qui cherche sa mère, la parentalité et puis au manque et de ça. Et du coup, il y a une séquence aussi de danse et d'opéra dans ce projet. Et je me suis dit, quitte à inventer quelque chose de complètement nouveau, je vais un peu me servir de ce que je suis en train de développer. On va le packager avec ce côté espionne pendant la Seconde Guerre mondiale, style Montmartre, qui se rend compte que son enfant qui a disparu a été élevé par l'ennemi, par l'occupant, et elle le retrouve le temps d'un concert, d'un spectacle. Et donc avec Gabriel Dandrimont, on a écrit cette histoire, et ça leur a plu, et du coup ils ont validé ça, et on est parti après en production. Sachant que vous avez pris finalement de l'univers Star Wars les danseurs de Jabba Hutt. C'était l'inspiration. Ouais, c'était ça. Et ensuite, vous en avez fait justement ce super court-métrage, en fait. Et puis comme ce qu'on a l'habitude de faire au studio, c'est qu'on a tendance à essayer d'éviter la facilité. Parce que première idée, c'était de faire un combat duel sabre laser ou de faire des guerres dans c'est des trucs qui viennent évidemment, quoi. Il n'y a pas de problème, on aurait fait ça très bien. Mais au départ, on voulait pas faire ça. C'était un peu le certaines histoires qu'on avait proposées qui étaient plus dans ce style-là. Mais on voulait se démarquer aussi. Tu vas parler de ce côté un peu luxueux français aussi. C'était la seule contrainte qu'ils nous ont demandé. C'était vous avez carte blanche, mais il faudrait quand même que vous trouviez quelque chose qui a un rapport avec votre pays. D'accord. Voilà, c'était vraiment ça marchait bien dans ce cas.
Ouais, c'est ça. Et en plus, il y avait des voix, il y avait Camille Cotin, je crois. Camille Cotin, Lambert Wilson, avec qui j'avais déjà travaillé sur Ernest Célestine, et puis plein d'autres comédiens fabuleux. Et non, le gros challenge, ça a été aussi de rendre la danse épique, et de, malgré le manque de sabre laser, qu'on ait un vrai... spectacle, une vraie excitation à voir l'action du film, et puis une belle résolution aussi émotionnelle entre les personnages, ce qui en 15-16 minutes est compliqué à obtenir. Challenging à fond. Ouais, c'était vraiment le but de ce court-métrage. L'idée, c'est que ça puisse se voir, même si on enlevait tous les aspects Star Wars du film, que ça puisse se voir et s'apprécier comme histoire. Mais je reviens à notre thématique du début qui était l'animation 2D finalement traditionnelle. Est-ce qu'elle survit? Et elle survit super bien. Du coup, on est passé par la case Netflix, la case HBO, la case Star Wars, donc Lucas, quoi. Ouais. C'est fou, quoi. Bravo, hein. Ah, c'est assez dingue. Non, c'est cool, mais c'est aussi un concours de circonstances. On l'a dit tout à l'heure, mais le fait qu'à ce moment-là, il y a eu toutes ces plateformes qui sont apparues. Ouais. Nous, on a été prêts sans le savoir, en fait. C'est-à-dire que nous, dans notre idéal de faire l'animation 2D, on a créé un studio, enfin, on s'est dit, vas-y, on y va à fond et tout. Et il s'avère qu'à un moment donné, voilà, t'as du Netflix, et puis quelques années après, t'as du Disney+, et puis... Et ces plateformes, elles ont besoin de contenu. Oui, bien Donc, sûr. elles cherchent, elles regardent qui existe, qui est là. Et qui fait du bon travail. Et qui fait du bon travail. Tout à fait, ouais. Et c'est ce qui fait que nous, on a toujours essayé de jamais déroger de ça. Et bah, du coup, c'est une super carte de visite. Ah oui, tout à fait. Mais vous faites aussi des créations qui vous tiennent plus à cœur, qui sont vraiment des créations originales. On va en énumérer rapidement parce que sinon on pourrait y passer toute la nuit. Toi, tu développes, je crois, une série, c'est ça? Mehdi, Avis de passage. Ouais, bah oui, bah c'est pareil, c'est un peu comme tout ce qu'on essaie de faire au studio depuis le début. Que tu qualifies comment comme style et genre, ouais? Comme style, bah, c'est une, on va dire, comédie dramatique. C'est une histoire à la Madame Doubtfire, on va dire. Si je sors une référence de ce genre-là. Dans le sens où, tu vois, Madame Doubtfire, si tu te souviens, c'est une histoire d'un homme qui se travestit en femme pour jouer je sais plus c'était quoi, la femme de ménage, enfin bref, et pour voir ses enfants. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que quand t'es gamin, tu regardes ça, ce qui te fait marrer, c'est juste de voir un homme qui se travestit, qui fait des blagues, qui fait du rock avec son aspirateur et tout, et puis tu grandis un peu, et ça repasse sur une chaîne, et tu le revois avec tes yeux, mais un peu plus, tu vois, d'adulte et tout ça. Et en fait, tu vois juste que c'est un papa désespéré. Ouais, et qui veut être proche de ses enfants. Et il veut juste être proche de ses enfants. Ouais. Et il fait tout au point de se déguiser, se ridiculiser à la fin, enfin bref, tu vois. Et ça... C'est le genre de truc, tu te dis, c'est puissant dans le cinéma. Lecture, exactement. Et c'est peut-être bateau ce que je dis, mais je dirais que voilà, en tout cas le projet que j'essaie de faire, c'est un peu ce genre-là. C'est que en surface, c'est un petit facteur qui est en banlieue et qui livre des lettres, etc. Mais en sous-texte, il y a quelques histoires et des thèmes qui sont abordés qui sont un peu plus profonds et du coup ouverts à plusieurs publics. C'est l'ambition de ce projet en tout cas. Trop bien. Toi, Julien, tu bosses sur Miyu, c'est ça? Mouilly, pardon, excuse-moi. Titre provisoire, ouais. Parce que c'est dur à prononcer. Mais ouais, c'est long métrage, coécrit, réalisé seul, petit budget, complètement indépendant. Et après les expériences Lucasfilm ou même Ernest et Célestine, Le Voyage en Charabie, c'est vraiment un nouveau modèle quoi, de fabrication, de conception. Et pour le coup, là, en tant que studio, on prend des risques pour essayer de développer ces histoires-là et les monter financièrement. Ouais. En se disant, en essayant de proposer quelque chose de satisfaisant en termes de grand spectacle, quand même avec un geste d'auteur qui est fort et une proposition narrative qui sont un peu surprenantes. Ça, c'est l'idée. Et puis, vu que ça demande... L'animation coûte cher, on le fait pour moins cher, parce que aussi, je vais centraliser beaucoup de casquettes sur ce projet. Et puis voilà, normalement dans 2 ans, il sera bouclé. Bah c'est bien, non, mais vous poussez vos propres œuvres et tout, et c'est bien. Et d'ailleurs, il y a celle de Lys que vous avez collectivement menée, et qui, elle, justement, fait preuve d'un montage financier, puisqu'il y a ADN et Toei Animation qui sont coproducteurs avec vous, du coup. Et ça a été diffusé sur ADN, le collège. Cette bande de jeunes, en fait, qui sont pris dans cette aventure avec des monstres et des esprits au sein de... Folklore français, ouais, de cantalien, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, là, montage qui a été réussi pour le coup.
Ouais, réussi. Alors, je sais pas si on a le droit de le dire, mais je pense que si. Mais on a commencé avec Netflix sur ce projet-là. Oui, c'est ça, Donc initialement. à la base, c'était le double de volume qu'on devait produire D'accord. et le double du budget Oui, aussi qu'on devait forcément, avoir. ouais. Puis ils ont eu des problèmes, Netflix, comme beaucoup de studios ont pu le voir, et ça fait partie des projets qui ont été annulés. Ouais. On a récupéré les droits. Là, et ça puis va on être est- dur à vivre. Hein. C'était très dur. Ouais. Et il a fallu retrouver des partenaires. Ouais. Donc, Mais je sais qu'ADN à l'époque cherchait justement des créations ou des trucs un peu manga, mais fabriqués ici en Europe ou en France, quoi. Ouais. Donc ça allait très bien. Ça se Oui, copiait bien. encore une fois, une certaine forme de destinée. Ouais. Parce que à partir du moment où pour Netflix qui cancelle le projet, alors c'est dur, tu vois, t'as le premier effet c'est chaud, tu vois, et puis après il faut se relever, il faut essayer de trouver, etc. Et voilà, un mois après, on était déjà, enfin, si tu veux, malgré ça, on s'est dit, Faut ok, rebondir. on va rebondir, on va aller revoir des plateformes internationales. Tu sais, on avait des contacts à gauche, à droite, bref, je vais pas les nommer, mais on les connaît, tu vois. Et on a commencé à envoyer, tu vois, et on avait des bons retours, tu vois. Et puis, un jour, il y a ADN qui vient, il nous envoie un message sur nos projets, il trouvait intéressant, il voulait les développer. Et sur LinkedIn, tu vois, tu sais savoir, c'est LinkedIn, bonjour, voilà, je cherche à développer. Et tu dis, bah, venez nous voir et puis on va discuter. Et en fait, ça a été un super coup de cœur, parce qu'un peu comme nous, c'est une petite plateforme, c'est une bonne plateforme française qui grandit, qui se développe et tout. Des parts de marché à conquérir, quoi. C'est ça. Ouais. Et on s'est très bien entendu avec eux. Okay. Et puis voilà, ils nous ont soutenus. Et puis, mais ça ne permettait pas de combler tout le budget initial. Et alors, Toei Animation, vous êtes allé les chercher. Les chercher. Et puis les convaincre, encore une fois. C'est que ça. Ça, c'est une nouvelle casquette qu'on a développée après tous ces projets, on va dire, de commande. C'est que là, c'était dans notre malheur, on a pu développer notre premier projet en tant que producteur délégué. Ouais. Donc là, si tu veux, le projet, il nous appartient en partie. Mais du coup, c'est un autre travail, c'est d'aller convaincre, chercher qu'il faut investir dans ce projet parce que voilà, ça va marcher et qu'on y croit. Et ça nous a mis 10 ans en fait, au final. Oui, c'est ça. 10 ans pour sortir le projet pour lequel on a créé ce studio, développer nos projets. Et ce n'est que 10 ans après que, enfin, après avoir acquis un peu une certaine crédibilité, qu'on y arrive. Mais au début, c'était un collectif. Oui. Tu sais, on a fait un truc à la vérité si je mens. Oui. C'est-à-dire qu'on a dit à tout le monde qu'on était un studio, mais on était 3 pecnos. On n'avait rien. Mais par contre, quand tu postes le truc sur Internet et que tu crées la page, alors à l'époque Facebook, Twitter, Studio La Cachette, en fait, nous, notre but, c'était une strat. Hein. Ouais. C'était de dire, on est un vrai studio. Exactement. Et c'est ce qu'on a fait, tu vois. Mais en vrai, on a tellement d'anecdotes à raconter de studios américains qui débarquent. Alors qu'on est un studio de fou, alors qu'en fait, on a demandé à plein de gens de venir. Mais vraiment, la vérité, c'est moi. Hein. Alors toi, t'es le directeur de com, toi, t'es machin, alors qu'en fait, on était 4. C'est vrai, on était vraiment 4. Donc ouais, mais... Ouais, mais ça fait partie de l'entrepreneuriat, quoi. T'es obligé dans les débuts de montrer... C'est ça que en fait, je voulais dire, c'était qu'il faut être idéaliste et un peu inconscient. Voilà, ça, il faut pas se mentir. C'est que quand on se dit, vas-y, on va faire une entreprise et tout, on n'a pas fait d'école de commerce, nous. Hein. Tu sais, on vient des Gobelins, on n'a pas... Et puis ça sert pas à grand-chose non plus de faire une école de commerce. Mais il y a une fibre quand même de commerce ou de financière, quand même, sur ces parce que qui gère tout ce qui est production exécutive et tout. T'es obligé de... vous, quoi. On rentre dans l'art du truc, quoi. Et quand il faut voir les clients, c'est nous qui parlons aux clients. Quand il faut convaincre X ou Y de venir... On va au charbon en fait. Parce qu'on parle de quoi sur les budgets de Primal et tout, c'est des gros budgets. C'est presque à l'époque, c'était 2 fois ce qui avait l'habitude de se faire en France, parce que c'est premium. Mais tu vois, tu scales à 120 employés, tu vois, tu dois chercher des locaux. Et il faut arriver vraiment. Et puis tu as du crédit d'impôt à aller chercher, donc ça devient des chiffres quand même qu'il faut maîtriser.
se forme. CNC, vous avez été C'est pas pour les prods exécutives, mais pour nos projets. Oui, beaucoup oui. de CNC. Il faut pitcher, on a fait des salons, tu sais, le Cartoon Forum, où il faut structurer tout ça. Pour le Collège Noir, vous l'avez fait? Pour tous nos projets. Ouais, on l'a tout fait pour Memouilly, Mehdi. Et en fait, pareil, dans notre chance, on a grossi petit à petit aussi. C'est-à-dire qu'on a fait du trailer, du 10 minutes, un épisode pilote, une série, etc. Ce qui fait que petit à petit, tu vois, tu t'acquiers de nouvelles compétences, tu t'entoures de nouvelles personnes. Et jusqu'à qu'on arrive à la phase production déléguée, tu vois, peut-être tu connaissais un peu plus, tu vois, moi j'y connaissais pas grand-chose, tu vois, mais à force de parler à une juriste, à force de parler avec... T'apprends le métier, quoi. T'apprends, en fait, tu vois. Et puis après, à un moment donné, tu vois, quand on a eu le coup de Netflix, on n'a pas eu le choix, on a pris notre... Suitcase. Exactement, et puis tu vas et tu donnes tout ce que tu as, en fait. Ouais. Parce que sinon, il n'y a pas de projet, tu vois. Ouais. Donc, et ça forme. Les gens qui débarquent au studio, qui ne nous connaissent pas, ils voient la cachette, ils disent « Ah, c'est la qualité, il faut... » Voilà, j'ai la pression et tout. Donc, ils passent énormément de temps sur des choses où nous, on leur dit « Mais en fait, non, on vous demande pas de faire ça. Là, c'est une série. » Et en fait, tu leur dis, ils te disent « Oui, mais en fait, tu vois, non. » Donc, voilà, ça c'est un truc parmi tant d'autres, tu vois, mais la gestion d'homme là. Il y a plein de choses en fait. Et oui, il y a des hauts et des bas, des fois c'est super dur, et des fois il y a des moments de joie, tu vois, quand tu réussis certains trucs. Mais c'est ça qui est cool, hein. Ouais, mais vous êtes des artistes qui ont eu le projet de monter un studio. Et d'ailleurs, il y en a eu d'autres qui ont fait ça. Il y en a pas tout le temps, mais il y en a. Et souvent, ça fait des beaux projets et ça fait des belles boîtes. Ouais. Et du coup, maintenant, vous apprenez... vous avez déjà bien appris le métier de producteur, le métier de gestionnaire et tout ça. Et ça va être que bénéfique, à mon avis. Bien sûr. Il y a une différence quand les personnes qui tiennent le studio, c'est des créatifs. Enfin, dans ce milieu, en tout cas. Ouais. Et même dans l'histoire, quoi. Même dans l'histoire, oui, évidemment. Oui, t'as raison. Mais c'est la différence entre DreamWorks et Pixar ou DreamWorks et Disney, tu vois. C'est vrai. Ouais. Puis t'as ce truc aussi où quand t'es en face de gens des décisionnaires et que tu vois des gens qui débarquent, tu vois, j'allais dire jeunes, on n'est plus tout jeunes, mais qui débarquent en mode voilà, on a fait notre studio, c'est nos projets, on sait de quoi on parle. Tu vois, on n'est pas juste des lambda, entre guillemets. Tu vois, on a fait une grande école d'anime, on a créé notre studio, on a fait des commandes, etc. Et en fait, tu passes ton temps à essayer de convaincre. Et il faut que tu aies un deck de fou pour dire, voilà, on a fait ça, boum, 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 boum. Il faut monter. Faites confiance. Oui, il faut pas de blanche. Ouais. Voilà, on a fait ça, il y a du contenu. C'était une série de validation. C'est ça, vrai, c'est une série de validation. Tu vas te raconter Love Death, et entre Love Death et Vision, il y a Love Death où on est juste non, c'est pas vous qui réalisez, c'est X à 3, 4 ans, 50. Ouais, vous avez carte blanche. Et ça, ça se paye, quoi. Voilà, et si je dirais aux gens, aux jeunes, etc., c'est en fait, n'attendez pas qu'on vienne vous chercher, tu vois, pour faire les choses. C'est comme nos projets. En fait, on a tenté la voie traditionnelle de soumettre. Est-ce que vous voulez. Mais là, en fait, on n'a pas le temps. Là, on arrive à un moment où on veut juste faire. Il fait le board, on fait le board, on avance, on n'a pas l'argent, c'est pas grave. En fait, l'argent, on va le trouver, ou même pas. Si on le trouve pas, on va le continuer tout seul, et puis et on verra. Tu vois. L'énergie créatrice. Non, ça fait plaisir, en tout cas. Oui. Bah, écoutez, merci à tous les deux d'être venus sur The Anima Show. Ça me fait très plaisir. Merci. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci beaucoup. Bah ouais, c'est passé vite. Hein. Et puis, allez découvrir tout ce que fait le studio. Je vous invite à le faire parce que, honnêtement, bravo. Super émission. Ouais, il en faudrait plus comme ça. Hein, parce qu'on est trop cachés, on n'a pas le temps de c'est la cachette, parler. Quoi. Exactement. Tu vois. Bravo les gars. Cool, merci.